Podcast. Alors je l'ai déjà dit, mais le titre original c'est Firestarter. Il a été publié en VO en 80 et en France 4 ans plus tard en 84, et c'était déjà Albin Michel à l'époque. À sa sortie, le roman il est resté 35 semaines, dont 3 à la première place sur la New York Times Bestseller List. Le Publisher Weekly l'a classé à la 5e place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 80, donc l'année de sa sortie. Et il a été nommé à El Famoso Prix Locus, terminant à la 8e place dans la catégorie, parce qu'on n'est pas à une chelouterie près avec le Prix Locus, dans la catégorie science-fiction. Et il a... T'étais, comment dire, ironique quand tu dis El Famoso ou pas du tout? Non, en fait, à chaque fois, il est là, le prix Locus et le British Fantasy, c'est tout le temps des prix, et le Locus, à chaque fois qu'on le retrouve quand je le prépare pour les chroniques, ouais, c'est toujours dans des catégories un peu cheloues, genre je sais plus ce qu'on avait eu, genre le fléau en fantasy, et tu fais non, okay. En fait. Et là, cette fois-ci, Charlie, ils l'ont collé en science-fiction. Donc pourquoi pas. Je reviens. Très bien, bah y a plus personne. Parfait. Non, mais parce que le son buguait, donc du coup quand c'est ça, que je dois juste quitter et revenir. Normalement, okay. Dans le chat si c'est bon. Ok, en tout cas moi je t'entends bien. Oui, pareil. Je disais, donc il a commencé à écrire Charlie quand il a mis de côté Dead Zone, sur lequel il avait du mal à avancer. Et pour toute la partie genèse, justement, de Charlie, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une nouvelle adaptation cette année, King, il a été interviewé en mai dernier, il a tout réexpliqué d'où lui vient l'histoire. Alors, il dit que l'idée lui est surtout venue de ses prises de LSD, et je cite, « J'ai pris beaucoup de LSD à l'université, et je me disais, et s'il y avait une sorte de drogue hallucinogène testée qui avait ces résultats inhabituels provoquant des réactions psychologiques et paranormales chez les personnes ?» Puis il s'est demandé si ça se répercutait sur un enfant. Ce dont il se souvient le plus clairement, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un de jeune comme personnage principal et qui s'est dit « Et si 2 personnes qui avaient participé au test avaient un enfant qui avait cette mutation, cette capacité à allumer des feux ?» Donc, on a perdu Julien. Non, je rigolais. Ok. On retrouve aussi un élément qu'on avait notamment pour le fléau, qu'en fait à cette époque il faisait pas du tout confiance au gouvernement, et il dit qu'on parlait encore du Vietnam à ce moment-là et qu'il y avait une gueule de bois à la fin des années 70 et qu'il se passait toutes sortes de choses où on pouvait tout simplement pas faire confiance au gouvernement, et ça c'est un truc assez récurrent chez King dans ses récits notamment les plus politiques. Donc dans ce contexte, il s'est dit que si de tels enfants existaient, bien sûr que le gouvernement essaierait de les garder et de les utiliser. Il a aussi dit qu'à l'époque, il avait probablement à l'esprit 2 infos qui avaient fait grand bruit en 77. La première sur des chercheurs qui parlaient de 200 étudiants qui auraient pris du LSD lors de tests financés par la CIA. Et la seconde sur des papiers de la CIA établissant un lien entre Harvard et un projet de contrôle des esprits. Et il ajoute qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'histoires effrayantes sur le LSD qui provoquaient des mutations génétiques chez les enfants et qu'on leur disait ne prenez pas ça ou vos enfants seront de monstres. Donc c'est vraiment... je pense que quand j'ai lu des critiques du livre pour un peu préparer cette chronique, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un de ses livres les plus paranoïaques. Je sais pas si vous avez senti la paranoïa en le lisant, mais juste lui, dans la façon dont il explique ce qui lui a fait créer ce livre, c'est full paranoïa, quoi. Anti-gouvernement, anti-drogue, c'est vraiment complètement dans la parano des années 80. J'ai trouvé dans la préface, effectivement, je me suis dit, mais c'est presque trop. Ouais. Ce côté paranoïaque. Ouais. Et c'est pas à cette époque-là aussi qu'il y a eu le fameux truc en France, je sais plus le nom, qui avait un truc dans l'eau, dans la farine de seigle. Ah, le cas des... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, de ceux qui dansaient, ceux qui dans le... Oui, c'est l'épidémie de danse. La légende des personnes qui... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Je sais C'est plus comment le ça seigle, il y a qui avait une... fermenté. Ouais. Pourri. Mais il y avait une théorie, justement, Telex le dit, qu'il y avait une théorie qui disait que c'était la CIA qui avait mis du LSD sur tout un village. C'est l'ergot ouais. de seigle. Voilà, c'est ça. Mais il y avait aussi le projet MK Ultra. C'était le nom de code à la CIA pour tout ce qui était développement des pouvoirs psychiques et les boosts liés à la prise de drogue. Et je le sais parce que c'est une chanson de Muse qui s'appelle MK Ultra qu'ils ont fait dans leur album le plus complotiste qui est Drone. Voilà. Ok, merci Julien. Et donc, puisqu'on parle de complot, parmi tout ce qu'il a pu lire à l'époque et qu'il a aussi certainement inspiré, il a aussi parlé des cas de combustion spontanée qui semblaient inexpliqués et que lui retrouvait dans quelques journaux. Et enfin, une dernière inspiration, et là il en parle directement dans la note d'auteur à la fin du livre, c'est sa fille Naomi. En fait, dans la note d'auteur, il la remercié de l'avoir aidé à appréhender ce que c'est d'être une jeune fille intelligente approchant de l'âge de 10 ans. Et dans l'interview du mois de mai, il a précisé qu'il n'écrit jamais de façon déguisée sur les personnes qu'il connaît. Donc c'est pas du tout une façon d'écrire sur sa fille, mais qu'il a quand même la chance de pouvoir observer les comportements et la composition émotionnelle des gens qui l'entourent. Et que en fait il s'est rendu compte à cette époque que Naomi elle pouvait se mettre très en colère parce qu'elle contrôlait pas ses émotions, et il s'est dit que si on donnait à quelqu'un comme ça ce genre de pouvoir, Dieu seul savait ce qui pourrait se passer. Et il se souvient aussi que ça n'a pas été un livre difficile à écrire, et il a même employé le mot de fun, et surtout que c'était très libérateur d'écrire une chasse à l'homme sans savoir ce qui allait se passer, et il a aussi beaucoup aimé le fait qu'il se fasse prendre, parce qu'on le rappelle qu'il ne sait jamais à l'avance ce qu'il va écrire, et qu'il s'est un peu surpris lui-même dans ce que tu disais Julien, de se dire en fait ils se font attraper quoi, c'est pas complètement une chasse à l'homme, mais ils se font avoir à un moment donné. Et en plus, c'était libérateur parce qu'à cette époque, il était assez confiant en sa réussite pour moins penser au public et plus penser à se faire plaisir. Et il savait qu'il pourrait gagner sa vie comme ça, donc il s'est un peu enlevé une pression qu'il pouvait se mettre sur certains romans avant. Et c'est marrant parce que je crois que c'est toi, Julien, qui au début faisait un lien avec Carrie, et c'est un lien que beaucoup de personnes ont fait. Et lui, il a une réponse pour ça. En fait, il a dit, je cite, pour moi, elle se lit d'une manière logique, pas d'une manière autoplagiante. Charlie McGee est une super-héroïne. D'une certaine manière, Carrie est une anti-héroïne. Elle est juste cette triste créature. La grande différence est que Carrie n'a pas de père et que sa mère est folle. Les parents de Charlie, Andy et Vicky, sont plutôt aimants et l'élèvent du mieux qu'ils peuvent. Je pense donc que les histoires sont assez différentes. Et il y a plusieurs critiques qui ont qualifié ça de se dire que c'est la nature contre la différence entre Carrie et Charlie. C'est vache pour Carrie un peu quand même. C'est vache pour Carrie, mais en même temps, en effet, quand Charlie est sorti, la peur un peu des éditeurs et de certains critiques qui ont vu la 4e de couve sortir en avance, se sont dit en fait il nous resserre la même sauce, le truc a marché, ça a eu un gros succès parce qu'en plus c'était son premier roman publié et ça a tout de suite été un succès avec l'adaptation, et en fait ils se sont dit ils se foulent pas trop, ils nous ressassent le même truc, et en fait il y a des ressemblances, mais évidemment quand c'est assez logique d'avoir des ressemblances entre deux bouquins d'un même auteur, mais pas tant que ça, quoi. Et enfin, les côtés connexions. Alors, l'agence gouvernementale qu'on appelle La Boîte en français, qui est The Shop en anglais, elle est présente dans d'autres histoires de l'œuvre de King, et notamment, elle est très importante dans Le Fléau, dans l'Atomic Knockers, dans Les Langoliers, dans Brume, et plus récemment dans l'Institut. Donc, nous, on a déjà fait Le Fléau, et en fait, le projet qui... Ouais. Mais dans Le Fléau, le projet au début dans Brume, le projet au début qui fait échapper les créatures, c'est un projet qui est conduit par La Boîte. Dans Le Fléau, le laboratoire, c'est un laboratoire de La Boîte, et dans Les Langoliers, j'ai plus le lien exactement, mais je pourrais le retrouver. Okay. Et dans les Atomic Knockers... non, c'est cité, ça se trouve que c'est juste cité de façon un peu random, mais en tout cas, The Shop est là, quoi. D'ailleurs, dans les Atomic Knockers, le personnage de Gardner, il parle à Bobby d'une petite fille qui a détruit par le feu la base de La Boîte. Donc on a bien La Boîte dans les Atomic Knockers. Grand Paul, tu l'as relevé au moment de ton résumé, parce qu'un personnage porte le nom d'Eddie Delgado. Bah ouais, mélange de deux personnages du cycle de la Tour Sombre.
Eddie Dean et Suzanne Delgado. Coïncidence? On sait pas. Là, ça fait, enfin, vu comment, quand ça t'écrit, ça fait vraiment, encore une fois, c'est vraiment chapeau des noms. Oh, Eddie Delgado. Et, oh, Eddie Dean, Suzanne Delgado. Ok, ça marche. Ouais, c'est bizarre. Après, tu vois, tu peux essayer d'étendre la théorie où on disait que Patrick Hockstetter, vu qu'il meurt dans ça peut pas être lui dans cette version-là. Enfin, ça peut pas être lui dans l'univers de ça tel qu'on le connaît. On peut pas avoir le Charlie tel qu'on le connaît. Donc peut-être que les deux sont dans des univers différents et que dans le Charlie qu'on connaît là, en fait, il y a un Eddie Delgado qui existe parce que il se passe autre chose avec la tour sombre, quoi. Tu vois, où les deux personnages ont fusionné et que les contemporains de ça, c'est Eddie Dean et Suzanne Delgado, et les contemporains de Patrick Hockstetter adulte, c'est Eddie Delgado. Ça va trop loin. On pourrait c'est tiré par les cheveux de ouf. On était obligé de leur relever parce que c'est, enfin, cette histoire de nom et de prénom, il faut toujours essayer d'en faire quelque chose. Et c'est tout pour moi. Il y avait une question chat, tu pourras peut-être y répondre. C'est DJ Parangon qui se demandait si Charlie avait bien marché en France. Parce qu'il n'en a pas, il en a entendu parler tard après sa première diffusion, on va dire, publication. Le roman. Ah, le livre? Oh, je sais pas du tout. J'ai pas les chiffres de vente. En plus, 84, j'étais pas née, honnêtement, donc je peux même pas vous faire profiter de ma connaissance. Bah oui, mais quand je dis que j'avais une nounou dans les années 90, je rigole pas. Oui, mais c'est pas une excuse. Non, mais parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont bien marché ou pas parce que je m'en souviens, tu vois. Mais là, non, j'ai du coup pas de souvenir et j'ai pas l'info, désolé. Ok. Aux États-Unis, en tout cas, il a bien fonctionné, je crois, parce qu'il y a eu le film qui avait bien fonctionné, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est peut-être le moment. Il est de 84. Non, donc c'est 4 ans après le film. Ah oui, ouais, voilà, il est de 84. Alors juste... Je le sais parce que j'ai dû chercher sur Internet. J'ai été rechercher le lien dans les Langoliers. Ah. Et à un moment, Albert, alors je sais plus si Albert c'est... Parce qu'il me semble que dans les Langoliers, il y a un mec qui est assez complotiste. Dans les passagers qui font l'expérience. Oui, c'est le mec détestable, là. Et... Celui qui déchire. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, alors je suis désolé, je me penche parce que le truc est de travers, mais il parle il cite carrément The Shop en disant que, en fait, ce qu'ils vivent, ça pourrait être une hallucination collective. Et je me rappelle de ce passage. Maintenant. Bien joué. Ok. Et merci pour la précision. Merci Google. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Salut, je m'appelle Félix et j'ai créé un podcast avec le Montreux Comedy Festival. Ça va bien, Montreux, faites du bruit! Ça s'appelle Yellow Mike et j'ai la chance qu'il soit recommandé par Acast. Le principe est assez simple, toutes les 2 semaines, je reçois un humoriste pendant 30 minutes et on décortique ensemble son passage au festival de Montreux. Ce sketch-là, à la base, ça venait d'une phrase. Si, c'est vraiment un truc qui est vraiment arrivé. Je suis vraiment allé au truc des amendes pour payer, tu vois. Et il y a une licorne qui est sortie, donc Google Images m'a donné la chute de cette vanne. Si vous voulez connaître les histoires derrière les blagues de Roman Fressinet, Laura Lone, Thomas Wiesel et bien d'autres, écoutez Yellow Mike sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Acast, évidemment.